Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette table ronde sur le thème de la gestion enrichie grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je suis Alexandra Jovic et je suis la fondatrice de Keystone Lamarck, qui est un cabinet de conseil en management, en organisation et en stratégie dédié à la gestion d'actifs, qui fait partie aujourd'hui du groupe Lamarck, qui représente 170 consultants et qui interviennent dans plus d'une trentaine d'institutions financières sur divers sujets, data, digital, IT, métiers et réglementaires. Donc aujourd'hui, on intervient de par nos interventions beaucoup sur l'IA et on en voit réellement l'intérêt. Donc c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir animer cette table ronde aujourd'hui et surtout d'accueillir nos 4 intervenants qui vont pouvoir vous présenter leur retour d'expérience et surtout leur vision, d'un côté sur la partie FinTech, donc avec la présence encore une fois de AI for Alpha, Scalnix et Sésame, et également la vision client avec Swiss Life Asset Management. Donc je vais tout de suite leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter à vous. Merci beaucoup Alexandra et merci d'animer cette table ronde. Bonjour à tous. Donc je suis Béatrice Guez, cofondatrice d'AI for Alpha. Donc nous développons des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour aider les gérants dans leurs décisions d'investissement. Alors peut-être pour revenir un peu à la genèse de la société initialement, en fait nous nous sommes rendus compte que aujourd'hui les gérants ont accès à de plus en plus d'informations, des circulations qui circulent de plus en plus vite, parfois qui donnent des signaux contradictoires, et qu'il est impossible en tant qu'humain d'analyser l'impact de tous ces signaux pour comprendre les anticipations de marché. Donc, dans ce contexte de plus en plus complexe, le gérant a besoin d'outils pour surperformer sa gestion. Donc, on parle d'intelligence augmentée. La machine ne remplacera pas le gérant, mais elle est un outil nécessaire d'aide à la décision. Alors, notre offre se distingue en deux thématiques. Une première solution de signaux de détection de régime de marché qui, à partir de ces signaux, permettent aux gérants d'en déduire des allocations d'actifs. Donc, l'objectif de cette offre, et nos clients utilisent notre solution, soit comme aide à la décision pour pouvoir anticiper des crises de marché et prendre leurs décisions d'investissement, pouvoir expliquer leurs décisions de façon rationnelle, soit pour développer des stratégies sur la base de ces signaux. Nous avons donc une deuxième solution que nous avons développée, également basée donc sur des technologies d'IA, qui est une solution de décryptage de stratégie. Alors ici, l'objectif est de pouvoir utiliser l'IA pour voir à l'intérieur d'un fonds, c'est-à-dire avec des techniques qui sont beaucoup plus avancées que les régressions visuelles, pouvoir comprendre quels sont les facteurs clés qui vont influencer la performance ou les risques d'une certaine stratégie. Et cette technologie, on peut la faire à très grande échelle, donc sur une centaine, 500, une millier de fonds, qui permet soit pour le sélectionneur de fonds, soit pour le responsable de gamme, d'avoir une vision très synthétique des risques de chacun des fonds au niveau, donc ligne à ligne, mais aussi au niveau du portefeuille. Donc voilà, nos clients sont des grandes banques. Donc on travaille avec la Société Générale, on travaille avec la BNP, on est en discussion avec d'autres banques on va dire internationales, des gérants d'actifs évidemment, et aussi des CGP qui ont des problématiques de compréhension des fonds dans lesquels ils ont accès. Je dirais la grande force d'AI for Alpha est que l'équipe combine une expertise en IA très forte. Donc le fondateur Eric Benamou est reconnu dans le domaine de l'IA pour ses publications et les nombreuses conférences qu'ils font, et également une expertise métier
à travers donc notre premier client, ancien CIO de société de gestion, qui nous a rejoint il y a plus d'1 an et qui comprend les problématiques des gérants et donc du coup comprend le besoin. Et donc cette alliance avec la très forte technologie et l'expertise métier fait que nous répondons vraiment aux problématiques des clients. Voilà, j'espère que j'ai été dans les temps. Voilà, je te passe la parole. D'accord. Moi, je vais faire vite parce que je pense qu'on a pas mal de questions à répondre. Donc, nous, Scalnix, on est une société deep tech. On existe depuis 2 ans sur Paris. On est fondé par 60% des fondateurs sont des PhD. Pardon. Et du coup, en fait, on spécialise dans la technologie et on fait des solutions pour tout le domaine du capital market, marché de capitaux, incluant les bourses. Donc, on fait des solutions à base des systèmes de trading ultra low latency et haute performance, jusqu'à les systèmes basés sur l'intelligence artificielle et plus précisément qui permet aux gestionnaires d'enabler ce qu'on appelle le quantamental investment. Donc, on n'est pas des fournisseurs de données, on est des fournisseurs d'outils pour augmenter l'intelligence du gestionnaire et en fait pour qu'il puisse exploiter et valoriser sa donnée pour des stratégies d'investissement, du risque ou bien aussi pour des efficacités opérationnelles. Par exemple, si on veut faire l'accélération des processus qui sont très, très calculatoires. Merci beaucoup. Bonjour, moi je suis Sylvain Forté, je suis CEO de Sésame. Donc Sésame, on est le leader français dans le domaine du traitement du langage pour la gestion. Donc on travaille sur une technologie qui s'appelle le Natural Language Processing, c'est-à-dire qu'on traite en fait en temps réel des milliards d'articles et messages issus du web dans de multiples langues, de Reddit et Twitter jusqu'au New York Times, pour en déduire des informations intéressantes pour les gérants. On est une équipe de 90 personnes qui travaillent dans le monde entier. La société a été créée en 2014 et on utilise ces technologies pour des problématiques diverses, en particulier l'utilisation de données ESG. Donc, par exemple, on va être en capacité d'aller traquer des informations de controverses ESG sur plus de 5 millions de sociétés, cotées et non cotées, ce qui, comme l'évoquait M. Bocquet tout à l'heure, est une des thématiques principales, le coverage dans le domaine de l'ESG. C'est une thématique assez problématique au jour le jour. On travaille dans le monde entier. On a des bureaux à Paris où est notre équipe Data Science, analyse quantitative, etc. On a également des bureaux à New York, à Londres, à Tokyo, etc. Voilà, donc nous, on est vraiment un acteur spécialisé dans le domaine de l'analyse de texte, un sous-segment de l'intelligence artificielle, le Natural Language Processing, qui a pour objectif d'apporter une donnée différenciante, une donnée qui est transparente, qu'on peut lire, qu'on peut interpréter, mais sur lequel il y a trop d'informations pour qu'on puisse les lire de manière manuelle et humaine. Donc voilà, on est là pour aider à automatiser ces processus et apporter un nouveau type d'analytics. Merci. Je vais pas faire une présentation aussi technique. Malheureusement, on n'est pas dans ce domaine-là. Simplement, pour rappeler, Swiss Life Asset Manager France, SLAM France, c'est une société qui gère aujourd'hui, qui gérait à la fin de l'année un peu plus de 60 milliards d'euros, avec une caractéristique, un ADN très puissant sur l'immobilier, avec plus de 20 milliards d'euros, mais aussi plus de 40 milliards d'euros sur ce qu'on appelle les securities, c'est-à-dire tous les actifs ultra liquides. On est intégré dans un grand groupe, effectivement, on est le représentant français de Swiss Life Asset Management, qui est aussi à Zurich, mais aussi à Munich. Et on gère un peu plus de 266 milliards de francs suisses à travers le monde. Merci à vous quatre pour cette présentation. Donc, l'IA fait partie de votre quotidien, on peut le dire. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle a mis du temps à faire sa place, surtout dans le monde de la gestion d'actifs. Aujourd'hui, on commence à y voir son intérêt, puisque notamment le niveau, le montant de données à traiter est de plus en plus grand, que ce soit financière ou extra-financière d'ailleurs, et les sources de données sont aussi de plus en plus nombreuses, et il faut pour autant les traiter rapidement pour pouvoir faire des solutions de gestion et des stratégies de gestion pertinentes pour nos clients, tout en optimisant sa productivité. Aujourd'hui, donc du coup, la première question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce que vous vous voyez dans la trajectoire de transformation de vos clients et dans celle de vos activités de niche? Quels sont les impacts également que vous pouvez apercevoir et sur quel niveau d'activité
les inputs de l'IA vont enrichir les décisions des équipes de gestion. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, donc, nous, à quel niveau on intervient? Donc, on intervient, notre credo, il est vraiment de pouvoir aider les gérants ou les allocataires ou les décisions à comprendre afin de les aider à prendre des décisions. Donc, on est soit au niveau des marchés et des grands segments de marché pour aider les gérants à anticiper et comprendre le régime de marché dans lequel nous nous trouvons, à travers des signaux, et j'y reviendrai peut-être dans la question suivante sur la partie explicabilité, soit à travers cette offre donc, de décryptage de stratégie pour aider le gérant qui investit dans ses stratégies ou qui gère ses propres stratégies à avoir une vision à la fois précise et synthétique des expositions à laquelle ils ont accès. Alors, quand on parle des expositions, on parle de biais factoriels. Donc, quels sont exactement les biais factoriels d'une stratégie? Quelle est la composante ESG de chacun des fonds dans lequel on investit? Est-ce que le fonds a une composante de risque émergent? Quelle est l'ascension à l'inflation, l'ascension au taux d'intérêt? En fait, toutes ces questions qui sont assez fondamentales pour un investisseur ou pour un gérant, afin de pouvoir comprendre, anticiper ces risques, on peut y répondre de façon, donc avec cette technique de décryptage de fonds, on peut y répondre de façon très rapide et à des niveaux très larges de fonds. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui nécessite, on va dire, très peu de temps de calcul par fonds et donc qui peut être faite à grande échelle. Donc voilà les deux types de solutions à laquelle on répond. Charlie, je te passe la parole. J'aime bien compléter ce que Béatrice vient de dire parce qu'on travaille sur des secteurs assez proches en fait en termes de ROI pour le client. En fait, nous, on travaille avec des sociétés de gestion Tier 1 et Tier 2, 3. Et on constate depuis qu'on a démarré l'entreprise, en fait, c'est que les sociétés de gestion, ils commencent à être conscients du besoin de la manipulation de la donnée et le traitement de la donnée. Après, les actions qui sont mises en place, c'est des actions, on va dire, recrutement d'un stagiaire, d'un data scientist, un ou deux personnes qui vont piloter l'activité. Mais on pense que c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, la donnée, c'est très complexe. Le traitement, il est très complexe. On a besoin des compétences transversales qui commencent du traitement de signal jusqu'à le bon développement du logiciel scalable, haute performance. Et du coup, ce qui fait que les gérants, s'ils vont se baser, ou bien les sociétés de gestion, s'ils vont se baser leurs décisions uniquement sur leur développement interne, on va avoir parfois des mauvaises décisions qui vont être prises vis-à-vis l'IA. Donc, nous, ce qu'on voit en fait, c'est aujourd'hui que les données, les sociétés de gestion sont obligées de faire quelque chose, sont obligées de passer à l'action. Et c'est pas par volonté, c'est par besoin en fait. C'est parce que les données, on constate qu'il y a de plus en plus de réglementation, label SDG, ESG, de plus en plus de crises qui se passent, d'anticipation, en fait, il faut faire quelque chose. Et ces données-là, en fait, ils subissent la loi, ce qu'on appelle le 5V dans le big data. Donc 5V, c'est le volume. Ils ont besoin de traiter de plus en plus de terabytes de données. Donc, on a besoin d'installer des data lakes pour qu'on puisse traiter. Donc, les gérants qui se basent sur uniquement des fichiers Excel, ça va être, à mon avis, ça va disparaître. On ne peut pas être compétitif. Deuxième V, c'est la vélocité. Et là, je rejoins Sésame. En fait, il fournit des données en temps réel, des indicateurs de sentiments qui viennent de Twitter, etc. Et il faut les traiter en temps réel. Si on les traite quelques secondes ou quelques minutes ou quelques heures en retard, c'est obsolète, l'information. Troisième V, c'est la variété. On a variété de données financières, macroéconomiques, alternatives, images, textes, données qu'on traite chaque jour. On a aussi ce qu'on appelle le value, donc c'est le coût. Le coût de ces données, il explose en fait. 80% des coûts sociétés de gestion, c'est l'accès à la donnée. Et finalement, c'est la véracité.
La véracité, c'est en fait le fait que les données en elles-mêmes, ils sont pas fiables, ils sont divergentes. Et ça, on le constate avec tout ce qui est les données de ESG, avec les agences de notation. Donc, comment faire face, en fait, pour ces solutions-là? La bonne nouvelle, c'est que l'intelligence artificielle peut aider sur les 5 piliers de 5V, à condition que ça s'insère dans un mécanisme de ROI pour la société de gestion. C'est pas un nice to have. Il faut que ça s'insère dans un mécanisme de ROI. Donc, ça veut dire que ça doit satisfaire 3 niveaux. Premier niveau, gain de l'argent, performance. Deuxième niveau, optimisation de coûts. Et troisième niveau, c'est réduire le risque. Donc, pour les 3 niveaux, chez Scalnix, on a des solutions à base de l'intelligence artificielle. On a travaillé avec des sociétés de gestion et aussi des banques, des security services, qui satisfait les 3 niveaux. Je m'explique. Pour le premier niveau, gain de performance, par exemple, on peut utiliser l'intelligence artificielle et nous, chez Scalnix, on va parler plus après, on maîtrise une intelligence artificielle spéciale qui est le causal, qui permet en fait de forecaster les prix et les volatilités des assets financiers. Donc, en forecastant avec un degré d'explicabilité qui est très, très profond, on peut arriver à anticiper des mouvements et rebalancer le portefeuille en fonction de ces signaux. Deuxième niveau, c'est par exemple, quel est l'impact aujourd'hui des valeurs ESG sur le portefeuille? Aujourd'hui, on n'a pas encore des mécanismes qui permettent de prédire en fait l'impact des données ESG sur le portefeuille. Donc ça aussi, avec la même technologie, on peut y arriver à forecaster l'impact et downcaster aussi l'impact aujourd'hui. Deuxième niveau, comme on a dit, on a de plus en plus de données. Du coup, côté risque, et il y a en fait le besoin de plus en plus de capacités calculatoires. Les modèles sont plus complexes, les modèles de pricing, les modèles de calibration sont de plus en plus complexes, ça prend beaucoup de calculs CPU. Et nous, pour ce métier-là, on a des solutions à base de deep learning qui permet en fait de créer des jumeaux numériques de ces algorithmes qui sont analytiques et très calculatoires, créer des jumeaux numériques en deep learning qui permet de faire des inférences en quelques millisecondes au lieu d'attendre plusieurs minutes pour en fait faire les traitements. Troisième niveau, c'est, comme a dit Béatrice, c'est l'anticipation de risque, gestion de risque. Et là aussi, avec l'intelligence artificielle causale, on peut arriver à avoir des signaux et des indicateurs de risque avant même que la crise est arrivée. Et ça, on le voit, on a un white paper qui va sortir bientôt sur des données publiques. Il n'y a rien caché. Sur les données publiques, on arrive à anticiper plusieurs semaines la crise de Covid. Merci beaucoup. Alors, pour revenir un petit peu au sujet de dans quelle partie de la chaîne de valeur, en gros, on s'intègre, nous, de manière assez simple, d'abord, on travaille avec des acteurs assez divers dans l'industrie. On travaille avec des asset managers et des banques comme, par exemple, Odo ou alors Nomura. On travaille avec des fonds de private equity, des acteurs comme Carlyle, par exemple, et on travaille aussi au niveau corporate sur les services achats et financement, par exemple, de banques ou d'assureurs. Et à tous ces acteurs, on va pouvoir fournir des analytics différenciants issus de l'analyse de texte. On travaille essentiellement avec le front ou la recherche et avec les CIO, les head of quant. Souvent, on travaille beaucoup avec les équipes quantitatives, les équipes analytics, data science, donc pas mal d'équipes techniques et bien sûr les équipes ESG qu'on a citées préalablement. Pour vous donner des exemples très précis de la manière dont on va apporter de l'information, le premier exemple, c'est un asset manager quantitatif qui souhaiterait intégrer des données réputationnelles dans sa gestion en complément des données marché pour aller rechercher de la performance dans des stratégies long only ou des stratégies long short. Nous, on fournit des signaux journaliers et des signaux hebdomadaires qui vont permettre pour des milliers d'actifs financiers, de l'equity par exemple, d'aller quantifier la réputation, le sentiment de chacun des actifs financiers. Donc, c'est de la data qui a de la valeur ajoutée, qui permet en fait généralement de surperformer les stratégies traditionnelles et qui peut être intégrée de manière extrêmement systématique dans la gestion. Donc, on fait ça avec beaucoup de hedge funds, d'asset managers qui intègrent cette donnée à haute performance. Un autre exemple typique, on parlait tout à l'heure d'ESG, pour clarifier un petit peu le type d'information ESG qu'on peut extraire de l'analyse de texte. Nous, on va beaucoup s'occuper des émetteurs, des small caps, des micro caps, des actifs non cotés,
sur lequel il n'y a pas de couverture, en fait, pas du tout de couverture des acteurs traditionnels. Et on va, par exemple, générer des alertes et des scorings de controverses. C'est-à-dire qu'on va screener notre base de données d'articles de presse, d'informations sociales, de blogs, de forums, etc., pour aller repérer des controverses potentielles. Alors, je donne un exemple. Vous avez une société, une microcaps italienne, qui soudain est exposée à un scandale social dans l'une de ses usines. Nous, en fait, on va avoir accès aux journaux locaux italiens qui, les premiers, vont avoir l'information sur cette problématique sociale, voire la condamnation à l'équivalent des prud'hommes italiens de cette société dans le cadre de cette controverse. Et donc, on peut capter cette information automatiquement et utiliser un algorithme pour la faire émerger, la transformer en une alerte ESG que personne n'aurait captée autrement et la transformer en un score qui est un premier niveau de scoring ESG sur des sociétés que personne d'autre ne peut couvrir puisque les analyses sont généralement faites manuellement par les agences de notation. Et alors pour finir sur un troisième exemple, vraiment pour prendre des cas concrets, on a énormément de demandes aujourd'hui sur des sujets macroéconomiques étant donné la situation actuelle. Par exemple, pour aller monitorer des effets d'exposition à la guerre en Ukraine et aller par exemple traquer des sociétés du portefeuille dans le cadre de mentions en lien avec l'Ukraine ou dans le cadre du monitoring directement de la propagande russe, dans le cadre de Russia Today, Sputnik, auxquels on a accès, comme des journaux qu'on traque également, pour découvrir cette information. Et donc c'est intéressant comme indication à la fois macroéconomique du niveau de tension en fait internationale qu'on peut observer au cours du temps et transformer dans des indicateurs de risque, notamment pour la prédiction de crise, mais également au niveau micro, société par société, que ce soit des sociétés du portefeuille, que ce soit des clients B2B dans un cadre corporate, ou que ce soit même des fournisseurs, on a la possibilité d'aller screener et comprendre quel est le risque sur chacune de ces sociétés. Voilà, il y a plein de use cases différents. L'analyse de texte, c'est quelque chose qui est très puissant en fait et qui est assez universel dans le domaine de l'analyse de risque, dans la recherche de performance, dans l'analyse de compétition, bien sûr dans l'ESG, parce que vraiment, encore une fois, il y a une notion de collecte d'informations qui est importante dans le domaine ESG. Et ça permet d'avoir une information aussi qui est externe, qui n'est pas reportée par la société, qui est à propos de la société, mais indépendante de celle-ci. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on essaye de mesurer du risque. On n'a pas envie de se reposer uniquement sur ce que dit la société à son propos. Voilà, donc des cas concrets d'utilisation qu'on a tous les jours avec nos clients sur cette utilisation de la technologie de Natural Language Processing. Merci. Alors, moi, je vais plutôt parler de l'organisation et comment est-ce qu'un asset manager, en tout cas, comment est-ce que nous, chez Slam France, on s'organise pour pouvoir intégrer l'intelligence artificielle à l'intérieur de nos propres process. Ça passe d'abord par de la transformation. C'est évidemment beaucoup de formation, beaucoup d'investissement. Et c'est sur deux thématiques précises pour nous. La première, elle est au travers de la rentabilité de l'entreprise et l'augmentation, évidemment, de l'augmentation de la rentabilité de l'entreprise au travers de l'IA. Et la seconde, elle est évidemment sur le périmètre qui nous intéresse, qui est l'investissement et là qui est sur les marchés. La formation, elle passe évidemment sur nos collaborateurs. On est en train, j'entendais la fin de l'Excel, je suis totalement d'accord, on est en train de passer sur des langages de programmation de plus haut niveau. On est en train de s'organiser, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Ça prend un petit peu de temps, mais in fine, on voit qu'on est en train de passer une ère qui sera différente. L'avantage qu'on a dans ce métier, c'est que Slam est une maison qui est extrêmement courante au départ. Alors on n'est pas dans l'intelligence artificielle, mais on est sur des modèles quantitatifs. Donc ce sont des choses sur lesquelles, en fait, c'est pas trop compliqué de transformer et de faire bouger les états d'esprit. Après, sur l'aspect recherche et introduction de l'intelligence artificielle, on commence aussi à avoir beaucoup de contacts avec le monde universitaire. On va intégrer des doctorants à l'intérieur de nos propres équipes. On a un pôle de recherche qui est à Zurich, qui est dirigé par des docteurs en astrophysique, etc. Donc, on a déjà une sensibilité qui est assez forte et l'intelligence artificielle est en train de rentrer. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler après, mais on est déjà dans le développement interne d'outils d'intelligence artificielle, notamment pour de l'information. Et puis, les gérants, évidemment, et aussi les collaborateurs ont cette année aussi toute l'attitude pour être, tout comme aujourd'hui, proche de l'innovation. On a mis des canaux en place dans la maison pour une remontée très rapide des informations, non pas là sur l'intelligence artificielle, mais sur la proximité des sociétés, des fintechs, des startups, etc. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir très vite une remontée, une visibilité sur les sociétés pour qu'on puisse à un moment ou à un autre se poser la question des partenariats et donc augmenter la sensibilité à ce type de stratégie.
Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer peut-être à la deuxième question directement. Quelles sont aujourd'hui les logiques ou les branches de l'IA que vous exploitez chez vos clients ou chez vous côté Swiss Life, et quelles en sont les limites que vous pouvez observer? Merci Alexandra. Alors, la technologie qui est le cœur d'AI for Alpha que l'on utilise est ce que l'on appelle l'apprentissage par renforcement. Alors, l'apprentissage par renforcement, c'est une des branches de l'IA qui a été pas mal médiatisée par Google DeepMind quand ils avaient réussi à battre le meilleur joueur de Go ou le meilleur joueur d'échecs. Et aujourd'hui, c'est une techno qui est utilisée pour donc effectivement donc des problématiques d'allocation d'actifs ou des problématiques d'optimisation et de recherche de reward. Alors, cette technologie, dans le cadre de détection de signaux de marché, on va la coupler à de l'apprentissage supervisé. Ce qui permet, l'apprentissage supervisé en amont, permet de donner une probabilité de crise sur chacun des marchés considérés. Donc, quand on parle des marchés, on parle du marché equity, commodities ou le marché des crédits. Et à partir de cette anticipation de crise, l'algorithme d'apprentissage par renforcement va trouver la meilleure allocation en fonction des critères du gérant ou de l'investisseur et donc en déduire donc des stratégies d'investissement. Donc ça, c'est donc sur cette partie-là. Sur la problématique de décryptage de stratégie, donc on va également utiliser de l'apprentissage par renforcement, mais cette fois-ci, nous allons le coupler avec des modèles graphiques. Donc le principe des modèles graphiques, c'est que c'est une technologie qui permet de comprendre le lien entre la stratégie, donc la nave d'une stratégie, la nave du fond, et des facteurs qui nous permettent d'expliquer le fond. Et en fait, donc, par rapport à des régressions usuelles, l'avantage des modèles graphiques est qu'elle va avoir un aspect dynamique et un aspect filtrant. C'est-à-dire que pour le gérant ou l'investisseur, il va pouvoir voir de façon très synthétique les principaux facteurs qui vont driver un fonds et également de façon précise. Alors, donc ça, c'est sur la technologie. Alors ensuite, nous, ce que on va dire un grand différenciant et vraiment l'axe qu'on s'efforce à mener chez AI for Alpha, c'est la partie explication. Parce que effectivement, il y a beaucoup d'acteurs et surtout un gérant ne peut pas utiliser une méthodologie IA sans pouvoir comprendre qu'est-ce qui est derrière. Alors, sur les signaux de marché, le gros avantage de la stratégie est que chaque signal, chaque probabilité de crise est expliquée à travers des facteurs de marché. Donc le modèle, en fait, nous envoyons à nos clients tous les jours les recommandations et nos recommandations de régime de marché, et également sur chaque marché, quels sont les drivers, quelles sont les données de marché qui ont contribué à cette probabilité. Alors pour vous donner quelques exemples, sur toute la partie de 2021, notre modèle, même si les marchés étaient finalement très, très élevés, notre modèle était toujours exposé long et a permis à nos clients vraiment de pouvoir rester exposés au marché actions pendant toute cette période-là. Les drivers du marché, à ce moment-là, étaient des surprises économiques qui étaient bien orientées, une bonne orientation des marchés comos. Nous voyons aussi donc un momentum sur les facteurs financiers, donc les ventes qui étaient accélérées, etc. Donc, toutes ces données de marché, le gérant peut pouvoir suivre et comprendre pourquoi le modèle est resté long pendant toute cette partie. Et typiquement, fin août, juste après l'été, le modèle a commencé à détecter des signaux bears. Donc, ce que l'on avait vu, c'est que les break-even d'inflation augmentait énormément et c'était un signal qui ressortait du modèle. Et donc, c'était une des raisons pour lesquelles notre modèle a commencé à désallouer à partir de fin août. Si on peut résumer aujourd'hui, donc typiquement, notre modèle voit une tension de la liquidité à travers l'augmentation des taux très rapide, l'augmentation très rapide des taux courts et à travers des indicateurs de crédit qui sont en train de se détériorer. Donc, c'est vraiment la partie explication
est absolument essentiel pour le gérant afin de comprendre les résultats du modèle. Pour illustrer cette partie explication sur le décryptage, là aussi, c'est absolument nécessaire et c'est toute la valeur ajoutée de l'offre que l'on propose. Donc, à titre d'exemple, nous avons, début 2021, aidé un de nos clients, donc un gros CGP, à détecter que son fonds, qui était composé d'une vingtaine de lignes, avait un biais au facteur de croissance important. Et en fait, c'est quelque chose qu'il n'anticipait absolument pas. Il avait 4 lignes dans son fonds qui étaient exposées au facteur de croissance, mais quand on faisait l'analyse synthétique de son portefeuille, il voyait que finalement, même si ce n'était que 4 sur 20 lignes, il avait une très forte exposition et ça lui avait effectivement coûté une perte pendant toute la période de janvier où il y a eu un rebalancement du facteur de croissance vers le secteur value. Donc typiquement, ça lui a permis de rééquilibrer son portefeuille afin d'avoir un portefeuille donc sans biais factoriel. La technologie a également permis à un responsable des risques de pouvoir expliquer à son CEO la performance de tous ces fonds. Donc là, on parlait d'une centaine de fonds et l'attribution de performance à partir des principaux drivers de marché. Donc, typiquement, en janvier, les principaux drivers étaient le rebalancement de la croissance et les facteurs SRI. Et dernier cas d'application où la partie explication est essentielle, c'est la possibilité, à travers ces explications, de pouvoir sélectionner des fonds à partir des critères précis. Donc, certains de nos clients veulent s'exposer, par exemple, à l'inflation et donc veulent savoir dans leurs univers de fonds possibles, donc là on s'adressait à un gros CGP, quels sont les fonds qui vont être positifs au facteur d'inflation. Également, sensibilité au facteur de taux et exposition au facteur SRI. Alors, on est tous conscients que c'est un sujet très important pour les investisseurs et donc de pouvoir mettre en valeur la part de facteur SRI est absolument essentielle. Donc, je dirais que l'important dans l'approche que l'on doit mener vis-à-vis de nos gérants est de pouvoir permettre de lui donner tous les clés pour comprendre afin de l'aider dans sa décision. Et je pense que c'est la clé de voûte des solutions. Voilà. Charlie, je te passe la parole. Merci. En fait, en préparant cette table ronde hier soir, j'étais en train de regarder le fameux débat présidentiel entre les deux candidats. Et ça m'a donné beaucoup d'idées, en fait, comment je veux réorienter ma réponse aujourd'hui pour cette question. Je ne sais pas si vous avez un peu constaté toutes les techniques de manipulation de l'opinion publique qui étaient utilisées hier. Bon, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. C'est bon, c'était 2-3 thèmes, c'était suffisant pour voir comment on arrive à manipuler les gens. Et du coup, ça m'a posé une question, en fait, même plusieurs questions à vous poser. Aujourd'hui, la France, demain, dans une semaine, elle serait face à une élection qui va complètement changer le marché financier. Que ce soit à droite ou à gauche ou au centre, ça va changer vraiment les donnes. Et du coup, comment chacun d'entre nous ici, il a perçu le débat hier? Je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas un cerveau qui ressemble à l'autre en termes de réalité. Chacun, en fait, il va répondre à la question en fonction de ses convictions, de ses propres biais cognitifs. Deuxième question, OK, en fonction de ça, comment j'anticipe le marché demain? Dans une semaine, dans 2 semaines, comment ça va changer? Quelles sont vos hypothèses, en fait? Comment on peut tester ces hypothèses aujourd'hui? Malheureusement, aujourd'hui, ces hypothèses, la seule façon de le faire, c'est avec le cerveau humain. Il n'y a pas une technologie qui permet de faire ça. Les technologies d'IA qui existent sont des technologies, ce qu'on appelle du curve fitting, apprendre l'historique, mais pas des technologies qui permettent de en fait, se projeter vers l'avant, poser des questions hypothétiques, même s'ils sont imparfaits, et avoir des réponses. Donc, en ayant ces 2 questions devant moi, ça m'intéresse de comprendre un peu plus en fait le cerveau humain. Et en fait,
on est face à peu près 250 biais cognitifs dans le cerveau humain. Et le cerveau humain, il est beaucoup, beaucoup plus puissant que l'intelligence artificielle. Donc ça, je vais vous décrire un peu plus après. Mais il y a 250 biais cognitifs. Et par contre, en termes de forecasting et prédiction du futur, on est un peu limité par ce qu'on appelle la loi de Miller. La loi de Miller dit qu'on peut traiter à la fois 7 informations en parallèle, plus ou moins 2. Bon, c'est pour cela qu'on se retrouve peut-être parfois sur les mêmes facteurs qu'on décrit. Et ça, ce théorème, il est pareil pour le cerveau que aussi pour les calculs, tout ce qui est calcul multithreadé, multicore, etc. D'où le besoin des outils en fait qui nous permet à réfléchir encore plus et aller au-delà de la limitation du cerveau humain qui est 7 plus ou moins 2. Donc en fait, le premier biais que je vois, ce qu'on trouve toujours que ce soit dans l'analyse fondamentale ou quantitative, c'est le biais de corrélation. Le biais de corrélation, c'est un biais où on insère des lois de causalité entre deux facteurs qui est basé sur juste la conviction interne et un site internet qui est Spurious Correlation qu'on voit, qui sort des études assez intéressantes. Par exemple, le plus qu'un pays mange du chocolat, le plus qu'il va avoir un prix Nobel. Bon, ça, c'est donné. Si c'est le cas, je vous dis dès maintenant, mon fils va être le prochain prix Nobel. Ça, c'est sûr. Donc, en allant dans le cerveau, en fait, le cerveau, c'est un système très complexe. C'est 84 milliards de neurones, 100 millions de milliards d'interconnexions entre les neurones. Et pour qu'il puisse en fait réfléchir, il doit simplifier son raisonnement. Donc, on est toujours dans la simplification. Et pour aller plus loin, en fait, si on regarde les études de Kahneman sur les sciences cognitives, il existe 2 systèmes cerveau. Il y a le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est le système rapide, intuitif, qui est basé sur notre historique d'apprentissage, c'est comme un apprentissage IA, et qui nous permet en fait de prendre des décisions très rapides sans vraiment réfléchir. Et on a besoin de ce système pour qu'on puisse fuir un lion, par exemple. On ne peut pas chaque fois calculer quel est le cosinus de l'approche du lion de nous. Donc il faut fuir ça nous aide à prendre des décisions rapides. Deuxième système qui est plus logique, mais il est plus lent, algorithmique, c'est le système 2. Maintenant, en fait, entre ces 2 systèmes, l'intelligence, elle est entre les 2. C'est le système 3. C'est le système d'inhibition. C'est le système, en fait, qui nous permet, qui est activé par le doute. C'est quand on doute une information qui vient en temps réel et on la passe dans le système 2 pour réfléchir. Et après, ça peut réapprendre le système 1. C'est là où on est dans le mécanisme d'intelligence. Donc, ce système 3 d'inhibition, c'est exactement en fait ce que nous, on apporte en tant que science, méthode scientifique dans le domaine de l'IA, c'est l'intelligence artificielle causale. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, en fait, tous les méthodes de deep learning, on parle beaucoup de deep learning comme c'est le Graal de l'intelligence artificielle. Si on regarde comment une machine deep learning elle est conçue, ce n'est pas l'architecture du cerveau, c'est l'architecture de l'œil. Ce n'est pas le cerveau. Le cerveau, toutes les études de neurosciences disent le cerveau, c'est une machine bayésienne. Ce n'est pas une machine comme l'œil. D'où l'intelligence. Donc, en fait, nous, l'IA causale, elle se base exactement sur cette fondation. C'est une machine bayésienne basée sur ce qu'on appelle Causal Bayesian Network et qui permet cette machine d'être utilisée et d'être pilotée par l'être humain. Donc, maintenant, le gestionnaire, il a sa propre machine bayésienne. Entre ses mains, il a une autre machine bayésienne qui est créée par ces données. Et entre les deux, il y a ce doute qui se crée et ce lien qui se crée en questionnant cette machine et en lui donnant des réponses. Et les questions peuvent être les questions les plus absurdes possibles, en fait. On n'est pas obligé d'avoir des questions qui sont complètes, où les données sont observables. On peut avoir ce qu'on appelle des questions hypothétiques, des questions controverses, ce qu'on appelle les what if analysis, etc. Et ce type de questionnement, on a toujours une réponse probabiliste qui vient de la machine.
Et comme ça, on peut aider les deux. Le cerveau qui est imparfait, on va dire, il n'a pas toute la réalité. Le modèle qui n'a pas toute la réalité. Mais entre les deux, on peut on peut s'approcher de la réalité beaucoup plus que chacun tout seul. Donc, vite fait, peut-être sur la partie technique. Donc, l'IA causale, c'est des modèles graphistes, probabilistes, par design, qui ont les mécanismes d'interprétabilité et explicabilité aussi par design. On ne l'explique pas le raisonnement posteriori. En apprenant le modèle, on peut voir le questionnement. Donc, en fait, c'est compliant avec la CPR. Toutes les recommandations de la CPR, c'est compliant par rapport à l'IA causale. Et en fait, ce que je veux finir en fait sur l'idée, c'est que cette IA en fait va nous permettre d'augmenter l'intelligence humaine. Si on augmente l'intelligence humaine de 1%, on a gagné. Et ça a un return sur investissement qui est beaucoup plus que juste l'intelligence artificielle. Merci. Pour revenir un petit peu du coup de notre côté à ce sous-segment qu'on évoquait sur le domaine du Natural Language Processing et les liens à l'explicabilité, les liens à la régulation aussi. Nous, pour se rendre un petit peu compte simplement de ce qu'on fait technologiquement, on a une base de données de texte de 18 milliards d'articles et messages, d'environ 4 millions de sources différentes. Donc on parlait de sources sociales comme Twitter ou Reddit. Reddit a été très médiatisé ces derniers temps comme une source des short squeeze aux États-Unis sur des actions qui étaient targetées en fait par des investisseurs privés qui faisaient bouger, qui créaient des mouvements très anormaux sur des actions américaines comme GameStop par exemple. On a également des sites comme des sites d'ONG par exemple pour aller comprendre l'émergence d'une controverse. Si l'association PETA va spécifiquement accuser un abattoir d'une société agroalimentaire, on va pouvoir capter cette information. On va avoir les sites des sociétés elles-mêmes pour les rapports de sustainability, par exemple, et on va avoir les grands sites de presse locaux comme internationaux. Donc ça, c'est vraiment la base de données et tout cet historique de données qui est disponible. Cet historique de données, il est archivé depuis 14 ans. Donc ça veut dire qu'on a 14 ans de données qui est structurée, qui permet d'aller, dans le domaine quantitatif, créer des time series et d'aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé au cours du temps. Non pas directement pour faire de la prédiction, mais simplement pour avoir une représentation un peu descriptive de l'information sur une société au niveau du web. Et ensuite, cette information, on la traite dans de multiples langues. Donc, par exemple, on a pas mal de clients au Japon sur lesquels on va avoir des algorithmes en langue japonaise qui vont aller traiter le langage et qui vont aller vérifier ce qui se dit sur les sociétés du Nikkei. Donc ça, c'est vraiment la base de données parce que pour nous, le texte, c'est le cœur de ce qui va nous permettre d'avoir une information intéressante. Notre technologie, elle est vraiment dédiée à analyser le texte. Ensuite, comment est-ce qu'on fait, sans rentrer trop dans le détail? Généralement, c'est souvent du machine learning et du deep learning. On va prendre le texte, on va le transformer en des vecteurs et on va faire différentes optimisations pour essayer de le comprendre de la meilleure manière possible. Il y a des choses très simples à faire, compter des keywords. Voilà, ça c'est très très simple. J'ai un mot-clé qui est lié à un procès. Bon, c'est peut-être une chose intéressante pour détecter des procès. Et il y a des choses plus intéressantes, du machine learning supervisé ou du non supervisé qui permettent de détecter des contextes précis ou d'analyser du sentiment, par exemple. Voilà, donc très très grosse base de données, des algorithmes multilingues qui vont screener cette information, la raffiner, la simplifier pour qu'elle devienne interprétable et qu'elle devienne également explicable. On parlait de ce sujet-là. Alors nous, l'explicabilité, c'est assez simple parce que c'est du texte. Donc à la fin, on donne la granularité aux utilisateurs de voir quel est l'article qui a provoqué une évolution d'un indicateur spécifique. J'ai une anomalie, j'ai un pic de données sur le web lié à une société de mon portefeuille. On va pouvoir regarder quel est le titre des articles qui ont été partagés pendant cette période-là et qu'est-ce qui se passe en fait. Donc ça, c'est assez simple d'un point de vue explicabilité de l'information puisqu'on va lire le texte sous-jacent. Et finalement, la régulation, un dernier sujet que je voulais simplement aborder, c'est de plus en plus en fait un driver pour ce type de données parce que le besoin d'explicabilité, c'est finalement expliquer des décisions prises par des analystes qui eux-mêmes sont en train de lire en fait des articles et d'associer une note de crédit ou une note ESG à des sociétés. Nous, on va simplement revenir à la source et montrer l'article sous-jacent et avoir un processus systématique de notation. On a vu aussi beaucoup de choses autour des biais de l'information. Je pense au scandale Orpea qui a révélé que les notations ESG
en fait, était excellente sur la société, nous, sur les indicateurs controverses, c'était pas terrible déjà à l'époque, tout simplement parce que la société, en fait, était déjà massivement exposée à des scandales. C'était visible, notamment dans les journaux locaux. Il y avait des accusations locales régulières sur les maisons de retraite d'Orpea. Donc, c'était quelque chose qui était publiquement et raisonnablement disponible, en fait, comme information. Et donc, voilà. Donc, il y a ce sujet, la base de données, la technologie, l'explicabilité de la nature de la donnée, en fait, qui est assez logique, et le push de la régulation qui, de plus en plus, est un facteur important pour l'adoption de ces données alternatives qui deviennent tout aussi importantes que les données dures, les données marché ou les données fondamentales classiques. Et la dernière chose que je voulais simplement préciser sur la technologie, c'est que c'est des technologies qui sont très customisables. On a beaucoup de gens qui viennent vers nous avec des taxonomies propriétaires, des thèmes spécifiques, des taxonomies ESG, SDG, etc. Donc, je vous encourage à venir nous voir aussi sur le stand pour discuter, étant donné qu'on fait des proof of concept gratuits sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Bon, on va faire vite, juste 2 minutes pour juste vous donner les pistes aujourd'hui qu'on a autour de l'IA. Sur la profitabilité de l'entreprise, on s'intéresse beaucoup à l'automatisation, évidemment. Ça, c'est un point qui est important avec toutes les solutions d'automatisation qu'on peut avoir. Et surtout sur l'investissement, la ligne rouge qu'on s'est mise, c'est le fait qu'on aura toujours des humains à la tête des portefeuilles. On est prêt à prendre une voiture autonome, un avion probablement pas, et laisser notre épargne à la tête d'une IA, c'est un peu compliqué aussi aujourd'hui. Donc en fait, on s'adresse plus sur le côté de l'information, de la remontée de l'information et la capacité de l'homme de pouvoir traiter l'information au bon moment et pour prendre la bonne décision. Donc en fait, c'était un très bon exemple de tout ce qui aujourd'hui nous préoccupe, nous occupe et sur lesquels on se focalise. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus et de nous avoir écoutés longuement. Merci à vous 4 pour votre participation également et votre retour d'expérience. Merci à Swiss Life de nous avoir accueillis aujourd'hui et à Finance Innovation pour l'organisation.